Nicolas Berriot, je suis ingénieur des ponts, des eaux et des forêts et je travaille au ministère de l'écologie. Et ma formation d'origine est météorologue et j'ai donc travaillé pendant longtemps pour les services météorologiques. Et depuis 2009, je m'occupe d'expertise climatique au ministère de l'écologie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'occupe de l'adaptation au changement climatique, du GIEC, de la négociation climatique mondiale et ces sujets-là. Donc mon orientation personnelle, ça a été beaucoup, je dirais, la découverte du monde. Alors d'abord à travers les sciences, la physique, les voyages. Et puis j'ai cherché à partir d'un certain moment dans ma vie je dirais, à désapprendre et à réapprendre. Donc aller à la rencontre de personnes radicalement différentes et puis sans me mettre aucune limite, je dirais, au niveau intellectuel, pour élargir ma vision, parce que je crois que je suis là pour ça, et comme je crois qu'on est tous là pour ça. D'une part pour découvrir, je dirais, de manière verticale ce qui est au plus profond de nous, et puis agir dans la société, échanger, vivre des expériences. Et je pense que c'est l'ensemble qui fait une vie. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes face à la crise climatique. Cette crise climatique, c'est un symptôme. Alors, il faut bien sûr s'intéresser à ce symptôme et puis traiter la cause. Et quand on va plus profond, on va s'apercevoir que les causes sont... Voilà, qu'on ne peut pas juste traiter la question climatique, mais qu'il faut avoir une vue plus large. Bon, cette crise climatique, donc, elle est venue après 200 ans d'ère industrielle, en gros. C'est cette accumulation d'émissions de gaz à effet de serre émis par les activités humaines qui est la principale cause. Mais il faut penser aussi donc plus précisément de quel secteur s'agit-il. Il y a le thème de l'énergie. On a brûlé du charbon, du pétrole et du gaz. On a changé l'occupation des sols. On a également certains modes d'agriculture qui peuvent être assez émetteurs de gaz à effet de serre. Les causes sont multiples. Alors pour traiter la crise climatique, les États ayant reçu le message des scientifiques à partir de la fin des années 80, donc les États au sommet de la Terre à Rio en 1992, ont décidé de lancer une négociation dans le cadre d'une convention, la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Donc là, depuis 23 ans, il y a une négociation qui se tient donc, au niveau des États. Alors il y a eu des étapes intermédiaires que je ne vais pas détailler maintenant, mais on peut dire que jusqu'à maintenant, les émissions de gaz à effet de serre ont continué gravement à croître et que jusqu'à ce jour, l'accord climatique global qu'on pourrait espérer n'a pas été conclu. Alors on va vers une étape importante à Paris à la fin 2015 avec la COP21, c'est-à-dire la 21e réunion des parties à cette convention. Et la France s'est portée candidate il y a plusieurs années pour accueillir cette conférence. Cette conférence donc, est un rendez-vous important d'où devrait sortir un accord universel, c'est-à-dire signé par tous les pays, juridiquement contraignant, avec des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'autres types d'engagements, des engagements financiers des pays riches vers les pays en développement, et puis autre chose encore qu'on appelle le registre des solutions, qui est l'enregistrement de toutes les actions qui sont prises par les acteurs non étatiques. Bon, ça c'est le champ de la négociation onusienne, qui est extrêmement important dans la mesure où cette négociation onusienne, on peut dire que c'est un rendez-vous. Ça a été un rendez-vous des pays. Alors, au niveau de l'efficacité, jusqu'à maintenant, cette efficacité, elle a été, je dirais, très faible. Mais par contre, ce qui a progressé, c'est la montée des informations, la prise de conscience dans les différentes couches politiques, dans les différents pays, une compréhension par les différents pays des enjeux de chacun. Donc il faut voir ce côté indispensable du dialogue à ce niveau des États, enfin, tel qu'est organisé le monde aujourd'hui. Cela dit, ce qui se passe en parallèle, et ça c'est peut-être le plus important, c'est une mobilisation de la société civile mondiale dans ces différents compartiments, dans tous les pays.
Et personnellement, étant complètement dans ces histoires-là depuis 2009, je peux dire que depuis environ 3 ans, je vois ça. Je vois très concrètement comment, dans différents secteurs de la société civile, finalement, à la limite, sans attendre les États, une mobilisation importante se fait sur la question climatique. On pourrait citer les collectivités locales. Il y a des réseaux de villes, des réseaux de régions à travers le monde. On pourrait citer les leaders moraux. Il y a eu un sommet des consciences en juillet à Paris. Il y a eu une encyclique qui a fait pas mal de bruit, qui est sortie vers mai-juin. On peut citer également donc, le secteur des entreprises, avec, je dirais qu'on a un engagement qui est de plus en plus fort d'un certain nombre de grandes entreprises. Alors, il peut y avoir du greenwashing là-dedans, hein, mais il faut aussi voir ce qui est réel. Je parlerai également du monde financier, parce que pour faire une transition écologique, ce sont des milliers de milliards qu'il faut considérer, ce n'est pas juste quelques dizaines de milliards. Et donc il faut que finalement il y ait un réinvestissement, donc un désinvestissement de tout ce qui est sur les fossil fuels, les énergies fossiles, et puis un déport finalement, une réaffectation de la valeur ailleurs. Et aujourd'hui dans le monde financier, ce n'est pas très ancien. Je dirais que depuis quelques années, on a vraiment quelques pionniers qui se mettent en avant là-dedans, et des gens connus, et donc comme il peut y avoir un certain phénomène d'entraînement et de mimétisme dans ce milieu-là, parce qu'il y a une peur par rapport à l'évolution de la valeur, et voilà, où il faut mettre l'argent. Il y a aujourd'hui donc des pionniers qui donnent vraiment l'exemple en investissant de manière différente. Et puis ce sont donc des questions très lourdes, hein, qui peuvent toucher des fonds de pension, etc. etc. Mais aujourd'hui ça bouge. Il y a eu plusieurs grandes réunions financières depuis 1 à 2 ans. Ce sont donc aussi des ONG, ce sont donc énormément de mouvements citoyens, des plateformes d'innovation, des réseaux qui se font localement. Alors moi j'y assiste vraiment, je peux en parler, et je trouve que c'est phénoménal. Et ce mouvement-là, si vous voulez, à mon avis, il est irréversible, et à mon avis, il est irrésistible. Alors, je voulais dire également que peut-être que jusqu'en 2009, on voulait traiter la crise climatique en restreignant un petit peu le problème, la solution dans le champ des questions climatiques. Et certains pays, d'ailleurs, ne voulaient pas entendre parler d'autre chose que de... on va parler d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, on va parler d'adaptation, voilà. Alors, dans cette transition écologique dont on a besoin, il y a un certain nombre de secteurs clés. Alors, il y a le secteur de l'énergie. On sait qu'on doit opérer une transition énergétique. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'énergies renouvelables qui sont proposées. Je dois dire que je pense que dans ce secteur, il y a encore un grand potentiel de rupture scientifique et technologique, que jusqu'à maintenant, à mon avis, il n'y a pas eu une recherche suffisamment libre, ouverte, et surtout interdisciplinaire, transversale, qui intègre complètement les avancées les plus récentes de la physique, par exemple. Et je crois donc qu'on progressera complètement dans ce domaine de l'énergie à un moment où il y aura une nouvelle compréhension de ce qu'est la matière, l'énergie, la réalité. Bon, cette compréhension qui a déjà été portée par des grands scientifiques au XXe siècle, donc une compréhension qui est déjà dans l'esprit de pas mal de gens, mais je dirais dont on n'a pas tiré toutes les conséquences. Et j'ai l'impression que souvent dans le domaine de l'énergie, on reste à un niveau où on échange de l'électrique contre du magnétique, contre du thermique, contre du chimique, comme si on reste dans un certain plan, alors que maintenant, je crois qu'on a une meilleure compréhension de ce qu'est la réalité. C'est-à-dire que ces énergies-là dont je viens de parler sont finalement plus des manifestations, donc des produits secondaires, mais d'un fond de réalité que maintenant on connaît de mieux en mieux grâce à certains apports des études sur les cosmologies ou de physique théorique, physique quantique, etc. Et là, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il y a un rapprochement des connaissances qui ne s'est pas encore fait. Donc on reste cantonné finalement dans des solutions qui sont trop limitées, trop étroites. Il faut ouvrir, mais ça, vous voyez, ça passe beaucoup par finalement un changement, une ouverture d'esprit, un déconditionnement. Ça va loin, ça, parce que se déconditionner, par exemple, sur la notion de l'abondance et de rareté,
on a peut-être créé une civilisation, enfin je parle surtout de la civilisation occidentale, et une civilisation dans laquelle il y a une organisation économique qui est celle que l'on sait, et il y a une notion de rareté qui finalement est presque, je dirais, entretenue. Et alors que, bon, si on regarde la nature, l'univers ne nous parle que d'abondance. On peut regarder le ciel, on peut regarder la mer, on peut regarder une plage, on peut regarder un arbre. La nature nous parle d'abondance. Et peut-être que dans le monde économique, il y a beaucoup de raretés qui sont finalement des raretés un petit peu organisées, et on pense que ça marche bien comme ça. Voilà. Donc il faut arriver à franchir ce genre de cap, accéder à la notion d'abondance, par exemple. Bon. Ça, c'est quelque chose. Je dois dire que dans ce saut, dans cette ouverture dont nous avons besoin, il faut penser diversité. Je crois que les valeurs, maintenant, les valeurs à mettre en avant. Moi, dans mes 2 premières valeurs, il y a la valeur vie et puis la valeur diversité. Et je crois qu'on a besoin absolument d'entretenir la diversité dans le domaine. Alors, on va parler de la biodiversité, évidemment, mais c'est également diversité. À l'autre extrême, je mettrais diversité dans le monde économique, dans la manière, l'organisation sociale, l'organisation du travail, de l'activité, des rémunérations, de l'accès aux ressources, etc. Il faut aborder tout ça avec une ouverture d'esprit à la diversité des solutions. Pour franchir un certain nombre d'étapes de déconditionnement, je crois que rapprocher les cultures, mais non pas pour les fusionner et les ramener à une culture unique, mais au contraire jouer sur profiter de cette diversité des cultures, des langages, etc. Ces derniers temps, j'ai eu personnellement l'occasion d'avoir beaucoup de contacts avec le monde indigène, et essayer de voir ce qu'on peut faire en ce qui concerne les connaissances indigènes, mieux en tirer parti, leur faire rencontrer connaissances indigènes et puis des sciences plus contemporaines. Et je crois que la vérité n'est pas complètement d'un côté ou pas complètement de l'autre, mais au XXIe siècle, on a vraiment, je crois tout de suite, là maintenant, à rapprocher, aller vers une mise en commun de connaissances d'horizons complètement différents. Dans le contact avec les peuples indigènes et les porteurs de connaissances indigènes, il y a des apports qui sont à des niveaux très différents. Des apports qui peuvent être à un niveau très pratique de connaissances, et si on parle par exemple d'adaptation au changement climatique, connaître les espèces, leurs caractéristiques, bien connaître les espèces qui poussent dans un pays, qui ont su résister, etc. Bon, voilà, c'est un exemple de connaissances pratiques. On pourrait parler également de plantes médicinales, etc., etc. Mais là, les exemples sont extrêmement nombreux. Ça, c'est un certain plan. Mais il y a un autre plan qui est le plan de la cosmologie, le plan de la description de la matière, de l'énergie, de l'univers. Et je crois qu'on est maintenant au point où il peut y avoir une rencontre de ces différents types de connaissances et une compréhension mutuelle. Et puis, il y a également tout simplement le plan de la sagesse, c'est-à-dire sur la relation de l'homme à son environnement, de l'être humain et de la biosphère, tout simplement ces enseignements de sagesse. Et je crois qu'on a la chance, parce que ces connaissances indigènes, je m'aperçois, je dirais semaine après semaine, pas du tout quelque chose de marginal, mais c'est quelque chose d'extrêmement abondant, extrêmement diversifié, et je dirais les personnes concernées sont extrêmement nombreuses et sont dans tous les continents. Bon, nous avons la chance, je dirais, que c'est là, c'est encore là, donc il faut absolument en tirer parti. Je pourrais aborder un autre chapitre qui est le chapitre donc de l'alimentation et de l'agriculture, parce que l'énergie est un thème important en ce qui concerne le climat, mais le thème de l'agriculture et de l'alimentation est également un thème très important. Certaines personnes pensent que si l'on changeait notre mode d'alimentation, enfin, je dirais que l'enjeu lié aux questions d'agriculture et d'alimentation, c'est peut-être de l'ordre de 30 à 40% par rapport à la problématique des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Donc voilà, c'est pour dire à quel point c'est important. Alors, vers où aller, ce dont je peux témoigner aussi, et ça c'est récent, je trouve,
C'est un mouvement qui est mondial en faveur donc de penser une nouvelle agriculture, enfin retrouver une agroécologie. Et la notion même de permaculture est une notion qui est maintenant de plus en plus connue. Et je peux te dire que on peut en parler au Mozambique, on peut en parler en Australie, on peut en parler au Pérou. Maintenant, enfin, dans une ville des États-Unis, en Europe, il y a partout des expériences. Et je crois que là, il y a un mouvement mondial qui est un mouvement, et on est également en 2015, on est l'année internationale des sols. C'est maintenant de plus en plus connu qu'il nous faut des sols vivants, et que des sols vivants aussi contribuent à protéger le climat, parce que des sols vivants donc, vont stocker de l'eau, des sols vivants donc, vont stocker du carbone. Si on travaille avec la nature au lieu de jouer contre elle, si on compose avec la nature, on sait maintenant, il y a des expériences qui sont très nombreuses et à différents endroits du monde qui montrent que la productivité et la qualité, à tout point de vue, des produits peut être supérieure si vraiment on joue avec la nature et sans y apporter des intrants artificiels, en jouant avec la complémentarité des différentes cultures, etc. Enfin, ce sont des idées, je dirais, qui ne circulaient pas énormément en dehors de certains petits groupes. Il y a une dizaine d'années. Bien entendu, ces idées ont toujours été connues, je dirais, par ceux qui sont restés très près de la Terre et très près du vivant, mais elles circulaient moins. Et maintenant, moi, je les vois circuler. Je les vois circuler même donc, au niveau mondial, au niveau politique, etc. Et je crois que là, il y a un mouvement qui est mondial de transformation de cette relation au sol, à la nourriture. On parle, il y a des expressions nouvelles qui sont apparues, l'expression de justice alimentaire, ou l'expression de désert alimentaire pour désigner ces parties de certains pays développés où finalement on ne peut pas accéder vraiment à la nourriture, on a juste accès à un magasin dans lequel il y a des emballages plastiques et dans lesquels il y a une nourriture conditionnée d'une certaine manière. Donc il n'y a plus de liberté à ce niveau-là. Donc ces espaces, ils existent, ils sont identifiés. Donc justice alimentaire, désert alimentaire, on parle aussi, j'ai entendu l'expression donc, de justice semencière, enfin en anglais seed justice. Bon, une expression que je n'avais pas vue avant, quoi. Et là aussi, à travers le monde, on s'aperçoit que dans plein de pays différents, les mêmes prises de conscience sont là pour retrouver une maîtrise, tout simplement un accès libre au vivant et un partage du vivant et l'accès à un air propre, l'accès à une eau propre, l'accès à une alimentation saine. Voilà. Affectation hein, de la valeur ailleurs. Et aujourd'hui, dans le monde financier, ce n'est pas très ancien. Je dirais que depuis quelques années, on a vraiment quelques pionniers qui se mettent en avant là-dedans, et des gens connus, et donc comme il peut y avoir un certain phénomène d'entraînement et de mimétisme dans ce milieu-là, parce qu'il y a une peur par rapport à l'évolution de la valeur, et voilà, où il faut mettre l'argent. Il y a aujourd'hui donc des pionniers qui donnent vraiment l'exemple en investissant de manière différente. Et puis ce sont donc des questions très lourdes hein, qui peuvent toucher des fonds de pension, etc. etc. Mais aujourd'hui ça bouge. Il y a eu plusieurs grandes réunions financières depuis 1 à 2 ans. Ce sont donc aussi donc, des ONG, ce sont donc énormément de mouvements donc, citoyens, des plateformes d'innovation, des réseaux qui se font localement. Alors moi j'y assiste vraiment, je peux en parler, et je trouve que c'est phénoménal. Et ce mouvement-là, si vous voulez, il est, à mon avis, il est irréversible, et à mon avis, il est irrésistible. Alors, je voulais dire également que peut-être que jusqu'en 2009, on voulait traiter la crise climatique en restreignant un petit peu le problème, la solution dans le champ des questions climatiques. Et certains pays, d'ailleurs, ne voulaient pas entendre parler d'autre chose hein, que de... on va parler d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, on va parler d'adaptation, voilà. Alors, dans cette transition écologique dont on a besoin, qui se tient donc au niveau des États. Alors, il y a eu des étapes intermédiaires que je ne vais pas détailler maintenant.
Mais on peut dire que jusqu'à maintenant, les émissions de gaz à effet de serre ont continué gravement à croître et que jusqu'à ce jour, l'accord climatique global qu'on pourrait espérer n'a pas été conclu. Alors on va vers une étape importante à Paris à la fin 2015 avec la COP 21, c'est-à-dire la 21e réunion des parties à cette convention. Et la France s'est portée candidate il y a plusieurs années pour accueillir cette conférence. Cette conférence donc, est un rendez-vous important d'où devrait sortir un accord universel, c'est-à-dire signé par tous les pays, juridiquement contraignant, avec des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'autres types d'engagements, des engagements financiers des pays riches vers les pays en développement, et puis autre chose encore qu'on appelle le registre des solutions, qui est l'enregistrement de toutes les actions qui sont prises par les acteurs non étatiques. Bon, ça c'est le champ de la négociation onusienne, qui est extrêmement important dans la mesure où cette négociation onusienne, on peut dire que c'est un rendez-vous. Ça a été un rendez-vous des pays. Alors, au niveau de l'efficacité, jusqu'à maintenant, cette efficacité, elle a été, je dirais, très faible. Mais par contre, ce qui a progressé, c'est la montée des informations, la prise de conscience dans les différentes couches politiques, dans les différents pays, une compréhension par les différents pays des enjeux de chacun. Donc il faut voir ce côté indispensable du dialogue à ce niveau des Nicolas Berriot, je suis ingénieur des ponts, des eaux et des forêts et je travaille au ministère de l'écologie. Et ma formation d'origine est météorologue et j'ai donc travaillé pendant longtemps pour les services météorologiques. Et depuis 2009, je m'occupe d'expertise climatique au ministère de l'écologie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'occupe de l'adaptation au changement climatique, du GIEC, de la négociation climatique mondiale et ces sujets-là. Donc mon orientation personnelle, ça a été beaucoup, je dirais, la découverte du monde. Alors d'abord à travers les sciences, la physique, les voyages. Et puis j'ai cherché à partir d'un certain moment dans ma vie je dirais, à désapprendre et à réapprendre. Donc aller à la rencontre de personnes radicalement différentes et puis sans me mettre aucune limite, je dirais, au niveau intellectuel, pour élargir ma vision, parce que je crois que je suis là pour ça, et comme je crois qu'on est tous là pour ça. D'une part pour découvrir, je dirais, de manière verticale ce qui est au plus profond de nous, et puis agir dans la société, échanger, vivre des expériences. Et je pense que c'est l'ensemble qui fait une vie. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes face à la crise climatique. Cette crise climatique, c'est un symptôme. Alors, il faut bien sûr s'intéresser à ce symptôme et puis traiter la cause. Et quand on va plus profond, on va s'apercevoir que les causes sont... Voilà, qu'on ne peut pas juste traiter la question climatique, mais qu'il faut avoir une vue plus large. Bon, cette crise climatique, donc, elle est venue après 200 ans d'ère industrielle, en gros. C'est cette accumulation d'émissions de gaz à effet de serre émis par les activités humaines qui est la principale cause. Mais il faut penser aussi donc plus précisément de quel secteur s'agit-il. Il y a le thème de l'énergie. On a brûlé du charbon, du pétrole et du gaz. On a changé l'occupation des sols. On a également certains modes d'agriculture qui peuvent être assez émetteurs de gaz à effet de serre. Les causes sont multiples. Alors pour traiter la crise climatique, les États ayant reçu le message des scientifiques à partir de la fin des années 80, donc les États au sommet de la Terre à Rio en 1992, ont décidé de lancer une négociation dans le cadre d'une convention, la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Donc là, depuis 23 ans, il y a une négociation d'État telle qu'est organisé le monde aujourd'hui. Cela dit, ce qui se passe en parallèle, et ça c'est peut-être le plus important, c'est une mobilisation de la société civile mondiale dans ces différents compartiments, dans tous les pays.
Et personnellement, étant complètement dans ces histoires-là depuis 2009, je peux dire que depuis environ 3 ans, je vois ça. Je vois très concrètement comment, dans différents secteurs de la société civile, finalement, à la limite sans attendre les États, une mobilisation importante se fait sur la question climatique. On pourrait citer les collectivités locales. Il y a des réseaux de villes, des réseaux de régions à travers le monde. On pourrait citer les leaders moraux. Il y a eu un sommet des consciences en juillet à Paris. Il y a eu une encyclique qui a fait pas mal de bruit, qui est sortie vers mai-juin. On peut citer également donc, le secteur des entreprises, avec, je dirais qu'on a un engagement qui est de plus en plus fort d'un certain nombre de grandes entreprises. Alors, il peut y avoir du greenwashing là-dedans, hein, mais il faut aussi voir ce qui est réel. Je parlerai également du monde financier, parce que pour faire une transition écologique, ce sont des milliers de milliards qu'il faut considérer, ce n'est pas juste quelques dizaines de milliards. Et donc il faut que finalement il y ait un réinvestissement, donc un désinvestissement de tout ce qui est sur les fossil fuels, les énergies fossiles, et puis un déport finalement, une réaffectation